Quand je me suis installé dans le Poitou, on m'a dit d'aller tester le Futuroscope, d'aller faire du canoë sur le Clin, de découvrir la foire aux Érolles ou encore d'aller tester le plein de nouveaux jeux de société au Flip, à Parthenay. Mais plusieurs fois, on m'a parlé aussi d'un château hors du commun, à l'histoire singulière et qui renferme bien des trésors. Direction aujourd'hui la commune des Trois-Moutiers, tout au nord du département de la Vienne. C'est là que se trouve le château de la Motte-Chandonnier. Allez, donc on vient d'arriver au château, on va aller directement à l'accueil. On n'a pas encore vu le château. Bonjour, enchanté. Bonjour. Florian. Enchantée, Léa, Anaïs. Bienvenue au château de la Motte-Chandonnier. Anaïs, on va déambuler un petit peu en direction du château, un lieu aussi fascinant qu'intrigant. On m'a dit qu'il fallait venir découvrir ce château de la Motte-Chandonnier, dont l'image dépasse les frontières du Poitou. C'est quoi l'histoire de ce lieu ? Alors déjà, l'histoire de ce lieu, elle remonte à la période médiévale, puisque sa première apparition, c'est dans des papiers, en fait, en 1247, où il est cité, non pas sous la motte de Chandonnier, mais sous le nom de la motte de Bosset, puisque à l'époque médiévale, il a été érigé sous Hugues VII de Bosset, un personnage très important dans la cour de Paris. Et en fait, ce château sert à l'époque de forteresse médiévale, donc c'est vraiment un château à but militaire, plus qu'autre chose finalement. Et c'est son évolution qui va le faire devenir un château plutôt Renaissance et puis après néo-gothique. On aura l'occasion d'en reparler de l'architecture, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier ce château pour qu'on le connaisse un petit peu partout, pas que dans le Poitou ? Si on le connaît si bien, c'est par rapport à la grandeur de cette architecture. On va caractériser de ruines vivantes puisqu'il est habité par de la végétation qui ne fait que pousser tous les jours, mais qui reste tout de même contrôlée par nos architectes paysagistes pour éviter de dégrader trop l'architecture. Bon, on en est arrivé à ce stade-là du château, à on va dire cette ruine comme vous dites, mais oui. Parce qu'il y a eu un incendie a complètement ravagé le lieu en 1932. Est-ce qu'on connaît la cause ? Exactement. En fait, on suppose, puisque rien n'est sûr quand même, mais on suppose que c'est dû à l'installation d'un chauffage central qui a été effectué donc dans les sous-sols. Et c'était une nouvelle technologie à l'époque qui venait juste d'être installée. Et en fait, quelques semaines après, un incendie s'est déclenché. Donc on ne sait pas si c'est surdosage, défaut de fabrication, mais on suppose que l'incendie vient de là. Il est un peu à l'écart, le château, on le voit pas forcément du bord de la route. Il faut savoir où il est quand on vient. Ouais. Est-ce qu'il y a, donc un petit côté mystérieux. Est-ce qu'il y a des légendes, est-ce qu'il y a des choses autour du château ou pas spécialement ? Malheureusement non. On espère pourtant en avoir, mais non, c'est vrai, ça reste en fait un mystère à lui-même puisqu'on le découvre pas forcément de la route directement, et il faut traverser toute cette végétation pour pouvoir le découvrir petit à petit. Il ne bougera plus le château, il est plus menacé aujourd'hui ? Non, normalement il est cristallisé dans son temps et dans son état. Alors après, tout dépendra des fonds qu'on aura, mais peut-être qu'on instaurera des restaurations petit à petit. Mais en tous les cas, il ne sera pas plus détruit. Quand on dit on veut instaurer des restaurations, ça veut dire quoi ? On veut lui redonner le visage qu'il avait avant ou quand même conserver ? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on le connaît et il a cette réputation aussi parce qu'il est comme ça. Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que donc le château a été racheté par beaucoup de personnes. On est bientôt à 50 000 personnes qui ont contribué au rachat du château. Et donc ces personnes sont des co-châtelains et on leur a demandé s'ils voulaient restaurer le château entièrement ou s'ils voulaient le garder avec de la végétation. Donc déjà, il y a un premier vote qui a été fait pour garder de la végétation dedans. Donc déjà, on peut pas aller à l'encontre de ce vote-là, mais on a pour objectif, par exemple, de restaurer la tour d'entrée du château, la tour de l'horloge, puisque c'est la seule qui n'a pas été atteinte par l'incendie. Et donc, on aurait pour projet de la restaurer entièrement et de la redonner un coup d'éclat. S'il y a bien une chose qui nous frappe quand on arrive ici, hormis le château lui-même, c'est la nature. Je sais que vous avez envie de nous en montrer un petit peu plus. Où c'est que vous nous emmenez, Anaïs ? Bien sûr, la nature, pour la voir de plus près, on va aller se diriger vers la cour intérieure du château. C'est là où c'est le plus frappant pour le coup. Eh ben on vous suit. On traverse le petit pont de pierre. Il y a l'échafaudage aussi bien présent, on l'a dit, parce qu'il y a toujours des travaux. Exactement. Effectivement, c'est pas commun d'avoir des arbres en plein milieu de son salon. C'est ça. Alors parlez-nous de la végétation, de la nature qui est présente ici. Déjà, ces arbres en plein milieu du château. Déjà, ces arbres en plein milieu du château, oui en effet. Alors déjà, il faut savoir que en 1932,
on n'avait pas du tout de végétation dans cette cour intérieure. C'est pour ça que je vous ai emmené ici, parce que c'est l'endroit le plus impressionnant, puisqu'à l'époque, la cour était pavée. Et en fait, c'est finalement grâce, on va dire, à l'incendie qui a permis de créer un dépôt assez conséquent et assez nourrissant pour permettre de faire pousser cette végétation, en fait. Une végétation donc bien présente. Qu'est-ce qu'on va retrouver, grosso modo, comme ça, un petit peu? Dans cette cour intérieure, on va principalement retrouver des fougères. Et l'une des dernières propriétaires, d'ailleurs, d'une des dépendances, peinait à faire pousser des fougères dans son jardin. Et en fait, elle ne comprenait pas pourquoi, dans cette cour intérieure, on en retrouvait extrêmement. Et finalement, c'est grâce aux cendres de l'incendie qui sont très acides, qui ont permis de faire pousser ces fameuses fougères. Donc on va retrouver principalement cette fougère au sol, qui fait très tropique, avec des grands arbres qui sont plutôt des platanes pour le coup ici, qui sont plutôt en hauteur et qui font une couverture naturelle avec leurs feuilles. Quand on arrive au château de la Motte-Chandonnier, on le disait, on est un petit peu en retrait, un petit peu sur le côté, pas vraiment en plein milieu d'une route, pas en plein milieu d'une ville. J'imagine qu'on a aussi pas mal de petits animaux qui viennent se promener par là. Oui, exactement. On a nos petits animaux, donc notamment le chat du château, déjà, qu'on retrouve à l'accueil de la boutique. Mais on aura aussi des hérons, des familles de hérons qui viennent s'y loger pendant les périodes hivernales. Donc en début d'année, dans les mois d'avril-mai, j'ai eu le plaisir par exemple de voir une maman héron venir nourrir ses petits en haut de son nid. On aura aussi nombreux serpents, nombreux hérissons, choses comme ça, vraiment une biodiversité très répandue ici. Est-ce que vous devez entretenir tout ce qui est espace vert, tout ce qui est arbres, arbustes? Est-ce que vous allez les tailler ou justement la nature elle continue de gagner du terrain? À l'époque où il était habité, on était sur des jardins à l'anglaise. Donc le jardin à l'anglaise, c'est vraiment une nature qui reprend son droit, mais qui reste quand même un minimum contrôlé. Ici, notre régisseur veut garder cet esprit-là, donc de nature un peu foisonnante, mais qui reste tout de même contrôlée par l'homme. Donc dans cette cour intérieure du château, par exemple, si jamais la nature vient à trop prendre le dessus sur l'architecture, on va pas hésiter à sacrifier une partie de nature pour garder cette architecture bien intacte. Et autour du château, on va pas hésiter aussi à couper de temps en temps pour garder un beau point de vue de l'architecture. Anaïs, on va quitter la cour intérieure. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur, si vous voulez bien, qu'on voit un petit peu aussi le château d'un petit peu plus haut et qu'on parle aussi de ce fait, le fait de devenir co-châtelain. Je pense que c'est Léa qui va pouvoir nous en parler, la directrice du lieu. On va monter et on en parle. Et on continue d'arpenter ce terrain de jeu incroyable au château de la Motte-Chandonnier. Ici, on l'a dit, c'est un parfait mariage entre nature et architecture. Et Léa, vous êtes la directrice de ce château. Il faut préciser que si aujourd'hui on en est là, c'est parce qu'il y a un peu plus de 50 000 personnes qui sont devenues co-châtelains. Exactement. En fait, on est sur le plus gros rachat collectif jamais en fait réalisé. Donc il est français, on est assez ravis déjà de ça. Donc c'est en 2017 qu'il a été racheté par énormément de co-châtelains à travers le monde, donc de tout âge, de toute profession, de tout statut, de tout milieu. Et on est du coup sur 115 pays différents, qui a permis le rachat de ce château et du coup la protection également des 2 hectares qu'on a jusqu'ici réussi à racheter. Comment on en est venu à proposer ça, justement, le fait de devenir co-châtelain? Alors ça c'est une vision, on va dire, de notre patron Romain Delhomme, qui en fait visitait des châteaux et s'est dit mais en fait pour les sauver, pourquoi on les rachèterait pas à plusieurs en fait on va plus loin, on est plus fort. Donc effectivement c'est ce qui l'a permis de prouver. Ouais, la question, vous la voyez venir, comment on devient co-châtelain? Co-châtelain, tout simplement, on peut le devenir sur notre site internet directement. Donc vous avez juste à aller sur www.mottechandonnier.fr et du coup vous remplissez en fait tout un formulaire pour devenir co-châtelain. Co-châtelain, il faut savoir, c'est un statut que nous on a créé. Donc en fait en soi vous n'êtes pas copropriétaire du lieu, mais vous participez activement en fait à sa rénovation, sa protection. Et en fait, ça vous permet également d'avoir de nombreux avantages. Alors justement, vous parlez d'avantages, c'est quoi ces avantages? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici au château quand on est co-châtelain? Alors quand on est co-châtelain, déjà on a l'entrée à vie offerte, en fait tout simplement. Chaque co-châtelain qui vient aux horaires d'ouverture peut rester aussi longtemps qu'il le souhaite et cela gratuitement. Ils ont également des tarifs préférentiels sur tous nos événements,
sur également la boutique, sur les privatisations qu'on va pouvoir avoir de notre espace événementiel et également sur les écologes. Ils permettent aussi en fait de participer aux assemblées générales qui permettent en fait de savoir ce que l'on va faire du domaine, donc quels axes on va prendre, donc notamment par exemple l'axe de cristalliser le domaine en l'état. Et également, pour l'instant, ils sont à l'arrêt, mais on compte les reprendre très prochainement en 2025, de participer aux chantiers bénévoles, donc qui permettent en fait que chaque co-châtelain donne un petit peu de soi, physiquement, on va dire, au niveau de la restauration et de l'entretien du domaine. Alors là, vous nous avez amené un petit peu plus en hauteur. On est dans un escalier. Parlez-nous-en de ce lieu-là. Alors cet escalier, tout simplement, il a été inspiré de l'escalier de Blois. Il a été fait pendant l'une des reconstructions en 1860 par Aimé Alexandrine. Et celui-ci, on a, en fait, on va dire assez de chance, dans le sens où il n'a pas vraiment été impacté par l'incendie. Il est encore en très bon état et du coup, c'est ce qui fait qu'on peut s'y tenir aujourd'hui. Et quand on regarde un petit peu dans le cœur du château, on voit donc des échafaudages parce qu'il y a des chantiers. Il y a beaucoup déjà de chantiers entrepris autour du château. Il y en a eu beaucoup, notamment de consolidation. Maintenant, on va avoir pour projet de refaire la toiture de la tour de l'horloge. Après, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et beaucoup d'argent. Donc, en fait, on s'est pour l'instant axé plus sur le développement touristique, donc avec les écologes, avec des gîtes que l'on a pour ambition de faire. Également l'espace événementiel pour justement apporter encore plus de soutien financier à la restauration de la tour de l'horloge notamment, mais aussi de la chapelle. Ouais, vous l'avez dit, des écologes, on peut venir dormir à proximité du château, on est quasiment collé au château. On peut aussi venir se marier au château, le cadre est féerique, et en plus un petit peu, on va dire, à l'écart de la population, c'est bien aussi. Exactement, en fait on peut se marier au château, on peut également faire des événements privés, donc des anniversaires, mais également professionnels comme des séminaires ou des galas d'entreprise. Ça, on peut le faire notamment grâce à la création de notre orangerie de verre située dans le parc du château, donc depuis 2021. Et au niveau des écologes, effectivement, il date de mai dernier. Et en fait, on a 4 petits écologes qui permettent d'accueillir 4 personnes par écologe qui prennent, qui grandissent, on va dire, dans le parc du château, face au château, pour en fait avoir continué cette expérience un peu magique de dormir dans un domaine avec un château en fait illuminé de nuit. Vous êtes la directrice de ce lieu. Ça vous fait quoi d'être la directrice d'un château comme celui-ci qui a une renommée internationale ? Beaucoup de fierté, je vais pas mentir. C'était assez ambitieux, on va dire, dès mes sorties d'études d'en arriver là et je suis assez fière en fait du domaine et de tous les projets en fait qu'avec les équipes on a. On a vraiment de belles idées pour un développement, on va dire, événementiel et également touristique. Et on a hâte de pouvoir les mettre en place et de les faire découvrir au public et de donner en fait un nouveau souffle, on va dire, au domaine, un peu plus de modernité tout en gardant en fait son aspect actuel. Merci beaucoup Eléa pour toutes ces précisions. On va retrouver Anaïs pour retourner dans la cour intérieure. On va se rendre dans une pièce un peu particulière puisque c'est de là que serait parti l'incendie, si je dis pas de bêtises. Exactement. De retour dans la cour intérieure du château, Anaïs. Un mot peut-être sur le mobilier qu'il y avait ici. Est-ce que vous avez retrouvé du mobilier ? Est-ce que quand on récupère le château, on a eu des vestiges du temps passé ? Alors finalement, puisque le château est resté à l'abandon pendant une vingtaine d'années au moins, on a retrouvé très peu de mobilier puisqu'il a été pillé. Les familles aussi, après l'incendie, ont récupéré beaucoup de mobilier. On a retrouvé tout de même quelques éléments que vous pourrez retrouver d'ailleurs à l'espace boutique. On a créé une petite étagère musée. Donc ce qu'on a retrouvé, c'est principalement une statue de taille humaine qui est actuellement en restauration pour être réhabilitée dans notre espace musée. Nous avons aussi récupéré donc l'horloge qui était sur la tour de l'horloge qui est aussi en restauration. Après, on aura des petits bibelots comme des serrures de porte qui sont magnifiques, extrêmement travaillées pour l'époque. On aura aussi les systèmes de sonnettes que les domestiques avaient disposés dans leurs pièces pour savoir d'où sonnaient les personnes. Voilà, c'est vraiment des petits détails qu'on a pu retrouver, mais niveau meubles, pas grand-chose. Là, on est dans la cour intérieure. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette cour ? Faut l'imaginer déjà autrement. Avant, il n'y avait pas ces arbres, on le disait, mais c'est l'architecture en elle-même et l'ambiance.
Oui, bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que le château, donc quand il a été construit déjà 3 fois, les 2 dernières fois où il a été reconstruit, c'était principalement pour être un domaine de chasse. Donc cet axe-là, on va le retrouver principalement dans l'architecture du château en règle générale. On le retrouve surtout dans cette cour intérieure, notamment sur cet escalier d'honneur et sur l'escalier de service que vous avez juste en face, avec des symboles donc d'anges qui chevauchent des chiens de chasse par exemple, ou encore sur l'escalier de service donc une tête de cerf qui orne une fenêtre, mais aussi des loups qui tiennent une guirlande de fleurs entre leurs crocs. Ici, on n'avait pas de toit au-dessus de la tête. Exactement, on n'avait pas de toit, et on était pavé, donc pas d'arbres. Ouais, exactement. Alors on va maintenant peut-être se diriger vers une pièce un peu particulière. Vous m'avez dit la nature a repris un peu ses droits et c'est de là que serait parti l'incendie. Exactement, on va se diriger vers la pièce où se trouvait la chaudière. On n'a pas spécialement parlé jusqu'à présent, mais en plus, la particularité de ce château, c'est qu'il est entouré d'eau. Donc là, on est vraiment à ras, au plus proche de l'eau, et donc on est dans cette pièce où il y a la chaudière. Exactement, c'est ça. Où on a la chaudière et on a encore un témoignage de la nature qui reprend ses droits, puisqu'on a un arbre qui pousse à travers une fenêtre, donc vraiment cas exceptionnel. Cette chaudière d'ailleurs qui est toujours intacte pour le coup, alors que c'est elle la cause de l'incendie. On en est quasiment sûr. On en est quasiment sûr. Est-ce qu'on a des visuels sur le château avant ? On a retrouvé des visuels principalement des années 1800-1900, beaucoup de photographies, cartes postales. On a des dessins aussi qui ont été faits du château du XVIIe siècle. On n'est pas sûr que ce soit la réalité, mais en fait, puisqu'on sait qu'on était sur un château de style classique, on a juste à observer le château comme il est à l'heure actuelle et le rendre plus sobre en fait, pour avoir une vision de ce qu'il était à l'époque du XVIIe. On vient ici, on est un peu comme des enfants, on découvre un lieu, on sait pas trop où on va, de pièce en pièce, on découvre des petites particularités. Les enfants justement, comment ils réagissent quand ils viennent dans le château ? J'ai vu que vous leur proposez pas mal d'activités en plus. Oui, on essaie vraiment de développer les enfants et qui s'intéressent vraiment à la culture, à la protection aussi du patrimoine. Donc on essaie de développer beaucoup d'activités autour. Les enfants souvent ils sont émerveillés. Ils recherchent les chevaliers souvent, malheureusement ils sont plus là. Mais voilà, souvent ils ont des étoiles dans les yeux quand ils repartent d'ici. Anaïs, on va quitter l'intérieur du château peut-être pour prendre un petit peu plus de hauteur, même beaucoup plus de hauteur. Vous nous avez proposé de grimper sur l'échafaudage pour voir le lieu d'un peu plus haut. Exactement. Déjà parler peut-être aussi de l'architecture. On a dit un style néo-gothique. Oui. C'est pas commun non. De voir ça. Pourquoi justement ce style-là ? Pourquoi ça ici ? Pourquoi ce château ? Alors, vous dire pourquoi, je ne saurais pas. Cependant, au 19e siècle, ça commençait à se répandre, ce style néo-gothique, finalement. Et c'était un petit peu une sorte de folie architecturale, pour le coup, que de mélanger tous ces styles architecturaux différents, puisque le néo-gothique, donc c'est vraiment un mélange de styles et d'époques. Et ici, ils ont essayé de s'inspirer des anciennes versions qu'on avait pu avoir du château, puisqu'il a été donc reconstruit 3 fois en tout. Et donc on retrouve du médiéval, de la Renaissance, de l'italien aussi, avec une façade vénitienne par exemple. Il y a beaucoup d'ornements, on a eu l'occasion d'en parler, en particulier dans la cour intérieure du château. Est-ce qu'il y a eu justement des restaurations sur ces pièces-là ou ça s'est pas trop dégradé ? Du tout, ouais. Pour le coup, on est vraiment sur de l'époque. On n'a pas encore effectué de restauration dessus. Et je pense que ce n'est pas en projet pour le moment, puisque si vous venez donc au château de la Motte, vous verrez qu'ils sont encore en très bon état. Juste un mot sur l'incendie. Alors oui, je peux pas dire qu'il n'y a pas de traces de l'incendie parce que le château est aujourd'hui en ruine, entre guillemets, mais on n'a pas non plus de traces de brûlés en fait. Oui, exactement. C'est une de mes premières questions d'ailleurs que j'ai posée à mon supérieur quand je suis arrivée ici. C'est qu'on n'avait vraiment pas de traces de brûlés sur les pierres. On est sur des pierres vraiment qui sont beige, blanches et qui varient de leur couleur en fonction du temps, vraiment. Et en fait, la seule trace qu'on va pouvoir retrouver d'incendie, ce sera une trace rouge qu'on aura donc sur cette façade vénitienne que je vous parlais tout à l'heure de l'autre côté extérieur. C'est le seul endroit en fait où les flammes ont mangé un petit peu la pierre. Et c'est aussi à cause de
la force de l'incendie en fait, qu'on n'a pas aussi peu de traces sur les pierres, parce que l'incendie a tellement ravagé rapidement que tout s'est effondré très vite. Anaïs, on va terminer notre reportage en prenant donc de la hauteur, on arrive face à l'échafaudage. C'est ça. Il y a un petit peu de marche quand même à grimper. Un petit peu d'effort. Merci. Parce que si je tombe, c'est pas cool. Donc déjà, on peut s'arrêter ici sur cette montée d'échafaudage. Ici, on est sur l'étage donc de la chambre du baron Lejeune, l'un des derniers propriétaires des lieux. Une chambre qu'on souhaite donc réhabiliter en chambre d'hôte pour le coup, qui se trouve donc dans la tour de l'horloge, la tour d'entrée du château. Et donc il y a quand même cette idée de rendre un petit peu fonctionnel le château. Exactement, oui. On a monté à tous ces étages, on arrive au sommet en fait, au plus haut point du château. Ouais. Les gens ne viennent pas ici. Alors, figurez-vous qu'on a mis en place justement une nouvelle visite, une visite exclusive, où on propose à un groupe de 16 personnes de monter, découvrir le château sous cette grande hauteur. Ouais. Voilà. Bon, vous et moi on a le vertige, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais même d'ici, on voit que en fait on est quand même à l'isolement, on n'est pas face à tout le monde. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il a encore de particulier ce château quand on arrive en haut? Bon là il est un peu bâché, il y a des travaux, mais qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir surtout les petits détails que vous pouvez voir juste en face de vous, donc sur la pierre, des monogrammes qu'on appelle, donc d'Aimée Alexandrine, la dernière, celle qui a érigé pour la 3e fois le château, du coup en 1860. En fait, c'est un monogramme double A pour ses initiales d'Aimée Alexandrine. On va retrouver aussi des petits détails de têtes sculptées sur des rambardes, des choses comme ça, des petits ornements. Ça serait quoi votre pièce préférée ici? Ma pièce préférée? L'espace dans lequel vous dites, allez, là quand même, c'est quand même une chance de venir travailler ici. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça va être la même réponse, mais ce sera la terrasse vénitienne qui vraiment est magique avec ses colonnades, vraiment très beau. Bon, on va redescendre, on va respirer un bon coup et on va vous remercier. En tout cas, la vue est assez incroyable. On l'a dit, quand nature et architecture se rejoignent et se marient parfaitement, ça donne le château de la Motte Chandonnier. Bâtisse impressionnante, toujours debout grâce aux nombreux co-châtelains. Pour en apprendre un petit peu plus sur ce lieu, rendez-vous sur le site lamottechandonnier.com. Et puis, pour découvrir de vos propres yeux, rendez-vous au château de mars à début novembre. Vous pouvez prendre vos places sur le site internet ou à l'entrée du château sur la commune des Trois-Moutiers. Avec Jérôme qui m'a accompagné ici à la technique, on va refermer cette petite parenthèse enchantée en plein cœur de la forêt pour regagner Poitiers et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Destination Poitou. D'ailleurs, je vous encourage à aller découvrir les autres numéros sur le site de France Bleu.